Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective, le podcast qui vous aide à vous sentir moins seul et à avoir d'autres perspectives au travers d'histoires inspirantes, des témoignages et des récits de vie. Aujourd'hui, nous allons accueillir un monsieur qui a le cœur sur la main, qui évolue depuis plusieurs années dans le domaine du social et de l'humanitaire. Nous allons essayer de comprendre quel est son parcours, quelles sont les difficultés qu'il rencontre au quotidien, comment est-ce qu'il s'en sort, comment est-ce qu'il s'y prend pour mettre le sourire aux lèvres des personnes qui manquent souvent d'espoir. Et nous allons aussi essayer de comprendre quel est l'impact que tout cela a sur sa vie et quelles sont ses perspectives du futur. Bonjour Jimmy. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous en prie. Et avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur toi? J'avoue que d'abord, je m'attendais pas à cette question parce qu'il n'y a pas grand-chose à savoir sur moi en réalité. Je suis Jimmy Kantine, j'ai 53 ans, je suis né le 5 mai 1973 à Tokoto, dans la région de Kita. C'est un nouveau cercle maintenant avec le nouveau découpage. Je suis fils d'une lionne et puis d'un vieux cheminot à la retraite qui sont tous décédés. Je suis de la première région selon le premier découpage du Mali. Mm-hmm. Et j'ai fait mes études primaires à Kita et j'ai poursuivi ces études-là à Bamako où j'ai obtenu le diplôme de technicien en télécommunication, option transmission. Mm. Et présentement, je travaille à l'hôpital Gabriel Touré comme technicien télécom. Je suis pas médecin. Beaucoup de gens font la confusion parce que quand on est dans un hôpital, on pense que le chauffeur, le brancardier, et puis voilà, le comptable, on pense que tout le monde est médecin. Je suis pas médecin. Mm-hmm. Je suis syndicaliste, secrétaire général adjoint du comité syndical de l'hôpital Gabriel Touré, secrétaire aux revendications du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille, président de la commission de contrôle de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Donc, ça veut dire que je suis vraiment engagé dans les mouvements syndicaux. Je suis aussi acteur humanitaire, si on peut le dire comme ça, président de plusieurs associations humanitaires, dont la plus connue est AGSS Mali, Association Globale Santé Solidarité Mali, qui existe depuis plus de 10 ans. Yeah. D'accord. Il y a beaucoup à savoir quand même. Alors, tu es acteur humanitaire et tu es président d'une association qui existe maintenant depuis 10 ans. Mais est-ce que avant la création de l'association, tu menais déjà des actions humanitaires? Au fait, je suis né dans ça. C'est ça la vérité. Et je pense pas que on puisse devenir du jour au lendemain acteur humanitaire. Ah oui. On suit les traces des parents, on grandit dans une famille, on observe son entourage, on observe ses voisins. Et c'est comme ça qu'on attrape le virus de l'humanitaire. Et sans le savoir, on devient humanitaire dès à bas âge. Maintenant, avec l'âge, avec les potentialités, avec les possibilités, on choisit soit d'en faire une profession, d'évoluer dans une ONG humanitaire, on se bat pour ça, ou on essaye de le faire de façon bénévole, comme je le fais en créant une association. Donc, je pense que déjà, depuis tout petit, les conditions de vie dans la famille ont fait de moi peut-être ce que je suis aujourd'hui en tant qu'acteur humanitaire. Nous avons grandi dans une famille où souvent nous avons manqué du strict minimum. C'est-à-dire que nous avons dû boire des lotions, nous avons dû prendre des médicaments traditionnels, faute de moyens pour nous amener à l'hôpital. Nous avons dû aller souvent à l'école le ventre vide parce qu'on n'a pas eu de petit déjeuner. Nous avons eu souvent des difficultés pour apprendre les leçons. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité, c'était les lampes à pétrole. Et 50 francs pour acheter du pétrole pour la lampe était un problème. Donc, lorsqu'on grandit dans de telles conditions, on comprend un peu ce que c'est que la pauvreté. Beaucoup de gens le disent par modestie qu'ils sont d'origine modeste et nous sommes d'origine pauvre. Nous avons vu notre maman pétrir le banco, faire ce qu'on appelle aujourd'hui la bonne, aller de famille en famille tressée pour pouvoir nous apporter à manger et pour pouvoir entretenir le vieux cheminot qui était à la retraite et puis malade qui était notre papa. Et donc, lorsqu'on grandit dans ces conditions, peut-être que les autres ne comprendront pas notre motivation,
Mais on s'est dit que après avoir eu la chance, malgré ces difficultés, d'étudier et d'avoir un travail, on ne peut investir ce qu'on gagne que dans le social. Aider les autres à ne pas connaître ce qu'on a connu et puis les écouter. Et voilà pourquoi aujourd'hui, moi je dirais, c'est d'ailleurs l'une des raisons pourquoi je travaille à l'hôpital Gabriel Touré. Je me suis battu pour travailler dans cette structure où chaque jour on voit la souffrance de l'être humain, où chaque jour on voit des femmes pleurer, où chaque jour on voit des larmes couler. Donc je me suis débrouillé et puis j'étais à l'affût, la moindre annonce. Et lorsqu'il y a eu une annonce comme quoi ils avaient besoin d'un technicien en télécom, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai fait le concours, je suis passé premier et aujourd'hui j'y suis et je ne le regrette pas. Et ça fait combien de temps que tu es à l'hôpital Gabriel Touré? Je suis arrivé à Gabriel Touré en mars 2002, donc ça fait aujourd'hui 22 ans que j'y travaille et ça se passe hyper bien. Ouais, et on peut voir sur les réseaux ou dans les médias ce que tu accomplis en tant que syndicaliste, en tant qu'employé. Et tes actions dans l'humanitaire interviennent dans quel volet? Je veux dire, quels sont les aspects de l'humanitaire que tu touches? Écoutez, le slogan d'abord de AGSS Mali, c'est sensibiliser, soulager, soutenir. Moi, lorsque j'étais juste après le DF, lorsque je suis arrivé à Bamako, de temps en temps, j'ai une tante qui travaillait à l'hôpital Gabriel Touré et je passais la voir quelquefois. Je voyais tout ce qui se passait, je voyais des gens pleurer et je posais beaucoup de questions. Donc, j'ai compris un peu beaucoup de choses à ce niveau. Je dis que un jour, peut-être si j'ai la chance de travailler ici, je pourrais au moins orienter les gens. C'est ce que je me disais. Et je ne voulais pas être médecin déjà depuis à très bas âge. Je me dis que je pouvais au moins se dire aux gens qui viennent des villages, qui arrivent à Bamako pour la première fois, qui arrivent dans un grand centre hospitalier, qui ne savent pas où aller, au moins se les orienter un peu, les écouter. Même si je n'ai pas d'argent, ça pourrait les soulager et puis les donner quelques conseils. Donc, il y a le volet santé. Nous venons en aide aux personnes en situation difficile, des personnes malades, démunies, qui n'ont pas d'argent. Et quand je dis venir en aide, on leur vient en aide de plusieurs manières. On leur apporte souvent de l'argent pour se soigner. On leur prodigue des conseils. On les met en contact avec les bons médecins. C'est vrai qu'il y a très peu de mauvais médecins, mais on les met en contact avec les médecins spécialisés dans leur pathologie, dans les problèmes dont ils souffrent. On établit ce contact, on les oriente en quelque sorte et ça, c'est pas du tout à négliger. Nous touchons un peu à tout. Avec AGSS Mali, pour donner quelques exemples, nous sommes parvenus à trouver des épouses pour plusieurs de nos sœurs, pour plusieurs de nos filles. Nous avons été à la base de plusieurs mariages et d'ailleurs dans ce domaine nous avons tellement d'homonymes qu'on ne sait même plus compter. Les gens nous sont souvent reconnaissants. Nous sommes parvenus à faire des routes là où souvent l'accès est souvent difficile. On fait appel aux bonnes volontés. On arrive à au moins à faire un petit passage pour les gens. C'est pas des routes bitumées, mais c'est quand même des routes qui les facilitent souvent l'accès aux services sociaux de base. Nous avons fait énormément de forages d'eau depuis. Nous avons investi dans des mosquées et surtout, pendant le mois de Ramadan, par exemple, nous avons une activité qu'on appelle Opération Ramadan. Nous parvenons à réconcilier beaucoup de gens. Et souvent, nous venons dans des familles où vous trouvez que des frères de lait ne se parlent depuis plus de 10 ans, où des conjoints sont en instance de divorce. Nous intervenons et dans la plupart du temps, nous avons cette chance extraordinaire que l'image que nous avons pu construire autour de notre association fait que, quelle que soit la personne que nous sollicitons, la personne sait tout de suite que c'est pour la bonne cause et se met à notre disposition. C'est donc comme ça que aucune surprise que les gens voient avec nous de grands leaders religieux, malgré leur agenda très chargé, qui laissent tout ça pour nous suivre dans des familles et prêcher la bonne parole afin que des foyers ne puissent se briser, afin que des frères puissent se pardonner,
afin que vraiment des voisins puissent continuer à vivre ensemble. Et on a intervenu également pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux lorsque les premiers déplacés internes ont commencé à venir à Bamako. Oui. Nous avons mis en place une initiative qui a consisté d'abord à les recevoir, à les rassurer, à leur donner de bons conseils par rapport à tout ce qu'ils peuvent avoir comme comportement. Et cela, on est parvenu à mobiliser plusieurs ONG nationales aussi bien qu'internationales autour d'eux sur le site Garbal de Faladié. Et plus tard, nous avons nous-mêmes démarché des personnes de bonne volonté pour créer un autre site au niveau de chez nous où ils sont mieux encadrés et ensuite à Sogoninko. Donc, tout ce qui peut toucher un peu, tout ce qui peut amener l'être humain à retrouver le sourire perdu, nous essayons d'être présents. Oui. Et il se passe rarement de jours où à travers même de simples blagues au niveau des réseaux sociaux que nous arrivons à arracher le sourire, à prodiguer des conseils à travers des mots que nous balançons sur les réseaux sociaux pour redonner espoir aux gens. Bref, nous touchons à pratiquement tous les domaines. Partout où il y a une personne en détresse, partout où on peut apporter un ouf de soulagement, une communauté, si nous sommes sollicités, même si nous ne sommes pas sollicités, si nous apprenons, nous intervenons. Oui, ça c'est vraiment louable. Et je vois sur les réseaux sociaux, tu as parlé de ça tout de suite, des personnes que tu aides, qui sont malades et voilà. Est-ce que tu as quelques chiffres à donner à ce niveau? Est-ce que depuis que tu as commencé, tu as une idée du nombre de personnes que tu as pu aider? Je pense que c'est des millions de personnes. Des millions de personnes. Sans exagérer. Je suis sur ce plateau avec tout de suite 600 000 francs en poche pour faire opérer aujourd'hui 2 enfants. Wow. Cela ne se passe pas souvent sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui nous connaissons, que nous appelons directement et nous disons, voilà, telle personne a tel problème, voici le contact des parents ou voici le contact de la personne. Cela se fait en toute discrétion, sans aucune publication sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est lorsque nous n'arrivons pas à établir ce contact entre des personnes que nous connaissons, qui sont les membres bienfaiteurs de l'association. Il faut reconnaître qu'au niveau de l'association, il y a plusieurs types de membres. Il y a des membres observateurs, il y a des membres actifs, il y a des membres bienfaiteurs, il y a des membres d'honneur. Maintenant, ces membres bienfaiteurs sont un ensemble de personnes que nous avons répertoriées qui aiment aider. Donc, chaque fois que nous avons un cas, quelqu'un a soif, nous savons à qui nous adresser. Nous appelons la personne, nous disons que voilà, telle localité, il manque d'eau. La personne intervient et la personne nous dit pas la moindre publication là-dessus. Donc ça, c'est des choses qui ne se passent pas sur les réseaux sociaux. Oui. Ce matin, hier soir, j'ai été sollicité par un certain nombre de parents par rapport à leurs enfants. J'ai contacté l'un de ces membres bienfaiteurs qui m'a remis tout à l'heure une enveloppe. J'ai encore l'enveloppe, une enveloppe de 600 000 francs pour dire que parmi les 3 enfants, je prends le cas de 2 enfants en charge. Un enfant qui doit être opéré d'une hydrocéphalie, qui a une grosse tête là, à 400 000 francs, et un autre enfant qui fait une encéphalocète, c'est-à-dire qu'il y a une grosse bosse au niveau de la nuque, qui doit être aussi opéré à 200 000 francs. Donc, j'ai l'argent, les parents ont été informés et d'un moment à l'autre, les parents vont me retrouver à l'hôpital, l'opération va être faite. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et lorsque on fait, par exemple, un forage, c'est tout un village qu'on touche. Bien et sûr, les villages environnants. Donc, c'est difficile de donner un chiffre du nombre de personnes que nous avons soulagées. L'enfant qui est soigné, ce n'est pas que l'enfant qui est soulagé. C'est sa maman qui est soulagée. C'est les grands-parents qui sont soulagés. C'est même les voisins. Donc, c'est des actions, nous pouvons dire, qui touchent des millions de personnes indirectement. Mais si on doit prendre exactement le nombre d'enfants ou bien le nombre de personnes que nous parvenons à faire opérer, on peut dire que tous les mois, nous faisons opérer au minimum 10 personnes. Donc, faites le calcul vous-même pour une association qui existe depuis 10 ans. Et il y a de ces semaines seulement, par semaine, où nous pouvons faire opérer plus de 10 personnes. Wow. Nous avons fait récemment opérer une femme qui vend du beignet à Caille, qui est venue très désespérée avec un cancer de vessie dans un stade très avancé, qui avait fait des métastases. Et cette femme n'avait plus aucun espoir de vie.
Son mari étant soudeur avec toutes les coupures d'électricité qu'on connaît, avait beaucoup de difficultés, même pour prendre en charge le bilan préopératoire. Et l'intervention, on nous avait demandé 650 000 francs au niveau de l'hôpital de Kati. Le médecin, il doit nous entendre. Peut-être qu'il va suivre cette vidéo. Et nous avons pu trouver pour la femme 1 240 000. Donc, le double de ce dont elle a besoin. Exact. La femme est soignée. Elle est totalement hors de danger. Elle est très contente. Et cette femme a été touchée. Son mari a été touché. Ses enfants ont été touchés. Toute la communauté, en vrai. C'est ça. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne quand même les soins de santé que nous apportons. Tout n'est pas également intervention chirurgicale. Il y a des enfants que nous parvenons à faire évacuer. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais il faut le signaler aussi. Il y a le cas de la petite Mariam qui était oxygéno-dépendante en 2013 que nous avons pu faire évacuer en France. Il y a le petit Tidjane qui avait une grosse dysoparcome que nous avons pu faire évacuer en Espagne. Il y a la petite Fatmata Temi que les gens ont vu sur les réseaux sociaux qui a été électrocutée et qui a été amputée des 4 membres. Et le président de la République à l'époque, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui a même répondu à notre appel à dons. Donc, vous voyez jusqu'à quel niveau nous parvenons à toucher des responsables. Donc, il y a récemment d'autres cas que nous avons pu faire évacuer à l'étranger qui ont été soignés à coût de dizaines de millions. Donc, les gens répondent à nos appels à dons et alhamdulillah. Et c'est quoi le sentiment qu'on peut avoir quand on sait que on parvient à aider les gens comme ça? Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. J'ai tellement d'anecdotes en la matière. Il y a une fille qui est venue me voir récemment avec son mari et son enfant à main. Elle m'a trouvé dans le bureau. Elle avait un petit garçon dans la main. Elle m'a dit, tonton Jimmy, tu me connais? J'ai dit non. Elle m'a donné le petit garçon. Il dit, c'est ton nom en ligne. J'ai dit, mais comment ça, mon nom? Il dit, tu te souviens pas de moi? J'ai dit, non, je te souviens pas. Il dit, je suis la petite Aïcha qui a été criblée de balles et que tu as fait opérer à l'hôpital du Mali il y a à peu près 12 ans. Wow. Et c'était une adolescente à l'époque qui avait 12 ans. Et que nous avons aidé. Sa maman était totalement désespérée. C'est son petit frère qui, en voulant jouer avec le fusil de chasse, a dit « Arrête-toi, je vais te tuer, pas. » Et puis il lui met des balles, et puis tout le poumon et autres là était touché. Et elle a fait un long séjour avec sa maman à l'hôpital du Mali. Nous avons mobilisé des bonnes personnes. Elle a été opérée. Et puis elle a eu la chance de continuer ses études. Elle est partie à l'extérieur. Elle a rencontré un bon mari. Ils ont eu un enfant. Le premier garçon s'appelle Jimmy. Lorsqu'une telle personne vient te voir avec son enfant pour te dire merci, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. J'imagine. Et ce n'est pas que ça. Il y a des gens que nous parvenons à réconcilier. Il y a souvent ces personnes que nous regardons sauter de joie parce qu'ils ont juste accès à l'eau potable dans des villages très reculés. Notre dernière opération, il n'y a pas 2 mois, a consisté à offrir 5 forages d'eau de grande capacité, 10 000 litres dans beaucoup de localités du Mali. Il y avait Kita, il y avait Banangoroni, il y avait Koukouro qui est derrière dans la région de Bougoni, et puis il y a d'autres à Nyoro. Beaucoup de choses comme ça. Et souvent, certains te regardent dans les yeux et puis ne parlent pas. Mais leur silence est un message qui nous réconforte beaucoup. Voir entre le moment où une femme, généralement des femmes, vient te voir avec son enfant pour dire que mon enfant a ce problème, le médecin parle de 500 000, de 1 million, je n'ai pas d'argent. Et le moment où l'enfant sort du bloc opératoire, tu regardes les yeux de la maman, c'est structuré. Ça ne peut pas s'expliquer. C'est-à-dire qu'il faut vivre ça pour le comprendre. Quels que soient les mots que j'utiliserai sur ce plateau, je ne pense pas que ça puisse décrire exactement en ce moment précis. En tout cas, pour un enfant qui s'est contenté à un moment donné de médicaments traditionnels, faute de moyens pour des soins, lorsqu'il voit qu'il parvient à servir de trait d'union entre ceux qui aiment aider et ceux qui sont dans le besoin, c'est quelque chose de très fort. C'est finalement là que tout prend sens, le parcours et voilà, le vécu, le parcours, comment tu arrives à les aider, c'est vraiment là que tout prend sens, quoi. Et même notre engagement syndical, beaucoup ne le comprennent pas, mais le syndicat nous donne la force, une certaine légitimité pour régler pas mal de choses. Ouais. Et je le dis haut et fort, sur tout ce qui marche aujourd'hui,
à l'hôpital Gabriel Touré, vérifiez, il y a la main du syndicat derrière. Et au niveau de ce syndicat, je suis responsable. Lorsque nous arrivons à faire en sorte que la cour de l'hôpital, lorsque nous appelons à la grève tout simplement parce que des malades sont mal accueillis, les conditions d'accueil, lorsque nous déplorons les conditions d'hygiène et de soins, lorsque nous demandons à ce que des toilettes soient mises à la disposition des malades hospitalisés ou que leur lit d'hospitalisation soit amélioré, lorsque nous arrivons tout simplement à faire des pavés partout à l'hôpital ou à doter la pharmacie de tous les médicaments dont les gens ont besoin. Et je pense qu'entre le syndicaliste et l'humanitaire, il n'y a pas une grande différence. Donc nous arrivons vraiment à soulager les usagers à travers cette pression syndicale, mais aussi les malades et surtout les potentiels malades que nous sommes nous-mêmes. Oui, ça c'est, il y a vraiment pas de différence entre le syndicaliste et l'humanitaire. Depuis qu'on a commencé à parler tout de suite, enfin, on comprend que les actions que tu mènes avec ton association, c'est pas sans difficulté, comme toute chose dans la vie. D'ailleurs, et quelles sont les difficultés que tu as au quotidien? Il se passe rarement de jours où on a envie de tout abandonner. Vraiment? Tous les jours. Wow. Y compris ce matin. Et tout simplement parce que on rencontre souvent des mamans tellement préoccupées qui racontent tellement de problèmes qu'on on prend forcément un coup sur soi. Bien sûr. On a le sommeil qui est souvent perturbé, on arrive très peu à manger. Mais du fait de notre engagement syndical, quand on est syndicaliste, forcément, on a les autorités sur son dos. Et qui dit autorité dit aussi ceux qui ont des affinités avec ces gens qui les défendent. Donc souvent, sans connaître notre parcours, sans connaître notre histoire, nous sommes traités d'escrocs. Ça fait mal. Et ça fait très mal. Pour les humanitaires, la meilleure façon d'insulter un humanitaire, un acteur humanitaire, à quelque niveau que ce soit, facilement, c'est de lui traiter d'escroc. Parce que on dit que voilà, donnez-nous l'argent, donnez-nous votre argent, on va soulager tes gens. Donc, si tu veux vraiment insulter les syndicalistes, tu n'as pas besoin de l'insulter, mais tu insultes l'humanitaire à travers le syndicalisme. Ça, c'est souvent des choses qui font mal. Il y a aussi ces arnaqueurs, des gens qui vont sur Internet, qui cherchent des images vraiment choquantes, qui se font passer pour des médecins, qui utilisent des termes techniques. Pour des médecins, carrément? Oui, ils utilisent des termes techniques et on ne peut pas douter que ce sont des médecins. Dès qu'ils te disent vraiment cet enfant, si tu ne fais rien, l'enfant va mourir. C'est des gens rodés. Et j'ai été touché par un cas qui m'a énormément fait mal. Il n'y a même pas encore 2 semaines, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a envoyé une image que je ne peux même pas publier sur les réseaux sociaux parce que Facebook va tellement que l'image est insoutenable. Il m'explique, il dit que voilà, il est tel médecin, avec des termes techniques et tout, il explique un peu la maladie de l'enfant. Il dit que vraiment, si on fait rien, je dis d'accord, il n'y a pas de problème. On va faire quelque chose rapidement. Je lui dis, mais tout de suite là, je vais appeler quelqu'un qui va t'envoyer l'argent. Je prends son numéro, je donne à la personne, je dis, essaye d'envoyer, s'il te plaît, si tu as les moyens, 600 000 francs à cette personne. Il envoie 600 000 francs à la personne. Après l'envoi de l'argent, la personne prend l'image et vérifie, fait une recherche avec Google Lens. Donc, il trouve que c'est une image d'un enfant mutilé suite à des conflits de guerre au Rwanda. Et la personne m'envoie la capture d'écran. Il me dit Jimmy, je suis désolé, mais vraiment, sors de ça. Je dis, mais sortir de quoi? Il dit non, tu m'as soutiré mon argent. Il ne sait pas que je me suis fait avoir. Et là, la seule chose que je lui dis, c'est que je suis désolé. Je ne peux pas lui dire que je ne suis pas en complicité avec cette personne. Il ne comprendra pas. Et là, ça donne envie de tout abandonner. Nous avons souvent trouvé de l'argent pour des malades que nous avons remis aux parents et les parents ont préféré vraiment s'habiller avec l'argent. Il y a un papa qui a voulu faire un second mariage avec l'argent. Et les enfants étaient réellement malades? Les enfants étaient réellement malades, hospitalisés. Je me souviens une fois, j'avais eu besoin de 750 000 francs, je l'ai trouvé pour un papa qui était à l'hôpital avec sa femme au chevet de l'enfant et dès qu'on leur a remis l'argent, le papa est parti et puis quelques jours après, on a appris qu'il se mariait et puis il a gaspillé tout l'argent. Donc ça, c'est des choses qui donnent envie de tout abandonner. Il y a souvent ce regard de certaines personnes qui viennent nous voir
que nous ne parvenons pas à satisfaire. Malheureusement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et surtout les adultes qui viennent nous voir avec des maladies qu'on ne peut pas publier sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, les gens ne sont sensibles qu'au cas des enfants. Ils sont, disons, plus sensibles lorsqu'il s'agit de bébés. Et lorsqu'on explique à ces personnes que, bon, voilà, vous avez des beaux-parents, vous êtes connus, si nous mettons votre visage sur les réseaux sociaux avec ce dont vous souffrez, et nous trahissons en quelque sorte le secret médical. Et c'est une maladie qui touche souvent à votre intimité. Ces personnes ne comprennent pas et nous insultent souvent avec des mots, avec des malédictions, avec des choses qui font très mal. On a envie d'arrêter. Mais il suffit de quelques secondes pour recevoir un autre appel de remerciement. Et là, ça nous fait comprendre que nous n'avons pas le droit. Nous pensons que et c'est comme si en quelque sorte nous étions investis d'une mission parce que ce que nous faisons, ça ne nous coûte absolument rien. On prend un cas, on l'expose, on le met, on établit un contact et puis on a un résultat. Bon, nous sommes qui pour vraiment arrêter de faire sourire ces personnes-là? On se dit, bon, on va continuer jusqu'à ce que ces gens à qui nous faisons appel ne nous répondent plus. Et lorsque cela arrivera, on va arrêter. Mais tant que les gens continuent à nous faire confiance, et il faut reconnaître que nous avons une particularité au niveau du HGSS Mali. C'est ce qui fait que depuis plus de 10 ans, nous existons. Et chaque fois, ça veut dire que nos actions, si au début, nous mettions un mois avant de mobiliser 500 000 francs, mais c'est souvent en moins de 2 minutes maintenant que nous parvenons à mobiliser les millions, suivant les cas. Cela veut dire que la confiance que les gens ont envers nous, elle est bien entretenue. Et parce que nous faisons un point d'honneur sur le devoir de redevabilité. Lorsque nous demandons 500 000 francs, nous publions ce que nous recevons. Et juste après avoir trouvé l'argent, nous disons que nous n'avons plus besoin d'argent pour ce cas précis. Exact. Nous avons été testés plusieurs fois. Je me rappelle, il y a une fois, un colonel qui m'a appelé, j'ai publié un cas de 400 000 francs. Il s'est arrêté, il a envoyé 400 000 francs. Et puis, il a demandé à sa femme de m'envoyer de l'argent aussi. Sa femme m'a appelé pour dire que le cas que tu viens de publier, nous l'avons vu, je vais t'envoyer 400 000 francs. J'ai dit non, nous avons... Et tu savais que c'était sa femme? Je ne savais pas. Okay. C'est une autre personne qui appelle, qui nous dit que, bon, voilà, on va t'envoyer 400 000 francs. Moi, je dis que, on a déjà le nécessaire, on a même publié qu'on n'a plus besoin d'argent. Il dit néanmoins, on va te l'envoyer. Ça peut servir à autre chose. Et nous envoie l'argent. Et après, le monsieur même m'envoie encore 400 000 francs, ce qui faisait à peu près 1 200 000. C'était pour un artiste bien connu, qui nous cherchions de l'argent vraiment, qui avait un problème de cœur, et un artiste qui fait ce qu'on appelle le zikr là. Il est très connu. Nous sommes allés voir l'artiste, nous lui avons montré comment est-ce que l'argent est venu, on lui a remis l'argent. Et ensuite, le monsieur, il vient me voir, il dit, bah voilà, je viens te voir pour que tu ailles me montrer le malade, j'ai envie de lui faire un geste. Après tout l'argent qu'il a envoyé. Il dit, je vais lui faire un geste. On vient chez lui. Je lui présente, je dis voilà ce qu'il a reçu. Il explique que voilà, on est venu lui remettre aujourd'hui 1 250 000. Et je l'explique devant le monsieur. Il y a un monsieur qui a envoyé 400 000 francs, ensuite une femme qui a envoyé 800 000, ensuite à partir de Orange, on nous a envoyé 400 000. Le monsieur me regarde et dit, et tu es chanceux. Je dis, mais comment? Il dit, j'étais juste venu pour te prendre la main dans le sac et t'amener. Je suis celui qui a envoyé tous ces montants à travers différents canaux. Est-ce que le monsieur avait entendu des histoires sur toi ou parce que... Le syndicaliste à l'époque gênait beaucoup. Et il y a beaucoup de situations comme ça, beaucoup de gens qui font la même chose à longueur de journée pour essayer juste d'avoir des preuves pour peut-être nous abattre ou pour peut-être... Dans tout ce que nous faisons forcément dans la vie, il y a des gens qui ne sont pas contents ou il y a des situations comme ça qui se passent malheureusement. Donc ça, c'est entre autres des raisons qui font qu'on a envie d'arrêter. Malheureusement, c'est des personnes qui ne connaissent pas notre histoire, qui ne connaissent pas notre parcours et qui ne savent pas pourquoi nous le faisons et quelle est notre motivation et tout ça. Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui te traitent simplement d'escroc, justement parce qu'ils connaissent pas ton histoire? Je leur dirais que je suis issu d'une famille très pauvre et que je suis un homme très riche. Riche, et je le dis parce que il ne se passe pas de jour. Ce n'est pas possible.
sans que quelqu'un me donne de l'argent. Et ce n'est pas possible. C'est-à-dire, tous les jours que Dieu fait, il y a des gens qui m'appellent pour me donner de l'argent. Je me merci pour tout ce que tu fais. Prends ça, achète-toi quelque chose. Wow. Je ne peux pas sortir, aller au grand marché de Bamako pour acheter une chemise sans revenir avec une dizaine. Des gens m'envoient des chaussures, des gens m'envoient même des pâtes dentifrice. Il faut reconnaître que j'ai des jolis dents. Les gens m'envoient, les gens me font beaucoup de cadeaux. Oui. J'ai eu toutes les chances du monde. Parce que j'aide les gens, on m'a envoyé à la Mecque. Parce que j'aide des gens, on m'a offert des moyens de déplacement. Parce que j'aide les gens, on a construit des maisons pour moi. Parce que j'aide des gens, quand j'amène le dossier de mon enfant pour un stage, c'est vite accepté. Parce que j'aide des gens, quand je viens à la justice, je n'ai pas tellement de problèmes, on me croit. Mm-hmm. Quand j'interviens, on m'écoute. Quand je veux voir le ministre, il est disponible. Quand je veux voir le président de la République, il est disponible. Mais il faut qu'ils arrêtent. Ma motivation, ce n'est pas l'argent. J'ai déjà l'homme. Et l'homme est la plus grande richesse. Lorsque je dois aller à l'enterrement d'un parent, je me vois entouré de personnalités, d'amis que vous ne pouvez pas imaginer. Mais quoi chercher en plus? Je suis le fils d'une lion qui m'a tout le temps conseillé, qui m'a dit que peut-être que tu vas souffrir, mais jamais tu ne manqueras de rien. Et je ne manque absolument de rien. Dieu merci, j'ai des enfants qui disent que bon, voilà, c'est pas la peine que tu continues encore à payer les frais de condiment, nous on s'en charge. Je ne paye pas d'électricité. Je n'ai pas de problème. Donc, je ne vais pas toucher à l'argent destiné à un malade. Vraiment. Ils peuvent continuer à tester, ils trouveront absolument rien. Donc, sincèrement, qu'ils gardent leur énergie pour autre chose. Ils trouveront absolument rien. Et je ne suis pas ce chef de famille qui viendra en famille regarder ses enfants dans les yeux en disant que voilà, quelqu'un a établi une preuve de malhonnêteté de leur papa. Ça, je ne le supporterai pas. Tellement que il y a des valeurs qu'on leur inculque. On est tellement sévère avec eux que ça me mettrait très mal à l'aise de venir les regarder alors qu'il y a des preuves de notre malhonnêteté qui sont, on ne le fera pas, donc ces gens peuvent vraiment arrêter. Ça, c'est une belle réponse, hein. Oui. Et toutes ces actions, bon, je pense que tu en as parlé même, hein. J'allais te demander quel est l'impact de toutes tes actions sur ta vie professionnelle et aussi ta vie familiale, ta vie privée en fait. Sur la vie professionnelle, la chance est que j'ai des collègues de bureau qui me comprennent très bien. Chaque fois qu'ils savent ce que je fais, chaque fois que je veux me faire remplacer, quelle que soit l'heure, ils sont disponibles. Donc, le vide sur le plan professionnel ne se ressent pas du tout et ils sont très compréhensifs. Ils me comprennent très bien. Par contre, sur la vie familiale, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, malheureusement, il y a un téléphone qui sonne souvent à 2h, 3h du matin juste pour te biper. Ça rend forcément jalouse la conjointe. Donc, il y a des petites situations comme ça. Et la plupart des jeunes gens n'ont pas souvent d'argent pour t'appeler et te bipent à des heures. Et les femmes, vous les femmes, vous pouvez imaginer que voilà, c'est une petite amie quelque part, malgré que nous soyons déjà vieux et puis très vieux même. On pense que voilà. Donc, il y a souvent ces petits problèmes. Il y a le fait que on soit très peu disponible pour la famille, pour les enfants. Je aimerais bien vraiment accorder suffisamment de temps pour lire, rigoler, les faire promener à travers la ville, mais tout le temps on est en voyage pour soit une route, soit pour une mosquée, soit pour un forage, soit pour... C'est une option, on a opté pour ça. On va continuer à le faire. Ça fait qu'on manque énormément de temps et quelque part leur éducation nous échappe en quelque sorte, même si chaque fois qu'on peut, on est disponible le plus possible pour eux. Donc là, c'est énormément de problèmes. Surtout que en plus de ces actions humanitaires, moi, je suis un grand bricoleur. Je n'aime pas rester tranquille sans pourtant j'entreprends, je fais beaucoup d'activités parallèles et ces activités me permettent aussi de m'épanouir un peu et puis de pouvoir supporter également. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de demander aux gens d'aider, il faut souvent sortir de sa propre poche aussi quelque chose pour soulager ces gens-là. On ne peut pas continuer pour chaque cas de faire appel. Et au niveau de la famille également, le problème c'est que toute la famille élargie, les voisins pensent que je suis un homme énormément riche. Et donc ça ne se comprend pas souvent que lorsque nous avons un frère qui a son enfant malade, qu'on n'arrive pas à les faire évacuer.
à l'étranger. Ils disent que bon, voilà, il est là tout le temps à soigner les autres, mais quand il s'agit de ça, alors que c'est très compliqué, très difficile et même malhonnête de demander de l'aide pour son propre enfant ou bien pour son propre neveu. Donc, du coup, au niveau de la famille ACPI, on pense que je suis celui qui est capable de tout, celui qui trouve de l'emploi pour les autres, mais dont les enfants sont en chômage. J'ai tous mes enfants qui évoluent à leur niveau et aucun dans la fonction publique. Je n'ai plus jamais trouvé un poste, que ce soit à la police, que ce soit dans l'armée ou quoi que ce soit, pour un de mes propres enfants. Je ne le demanderai pas. Et donc, du coup, souvent, c'est compliqué pour des frères qui pensent que, voilà, même l'autre jour, il a publié qu'il a trouvé un emploi pour quelqu'un lorsque ses propres neveux, ses propres enfants sont là. Vous voyez? Donc, tout ça, ça fait mal. Oui, là, je peux imaginer. Et il y a énormément de personnes qui t'aident, tu en as parlé tout à l'heure, qui te font confiance, qui se posent même pas de questions quand tu as besoin d'argent ou d'une aide pour une personne, voilà. Qu'est-ce qui t'a valu la confiance de ces personnes? Non, je pense que c'est notre mode opératoire. D'abord, même si vous nous envoyez 1000 francs, nous vous envoyons un message pour expliquer que nous avons reçu les 1000 francs et nous envoyons les preuves de la transmission de votre argent aux bénéficiaires. Et là, c'est vrai que les gens continuent à me dire, on n'en a pas besoin. Fais-en ce que tu veux. Si tu veux, il faut manger. Si tu veux, il faut jeter. Moi, j'ai donné. Et ce n'est pas comme ça. Vous savez, Malien Bewardim, pour ma bafil na kona dima la kama, avec la cassitane vele ko tchanin cloche. Il faut que les acteurs humanitaires n'oublient jamais ça. Les gens te donnent leur argent, ils te disent, nous te faisons confiance, mais ils vérifient tout ce que tu fais. Et lorsqu'un acteur humanitaire porte une belle chemise, pour quelqu'un il a une fois donné 500 francs, il pense que la chemise vient de ces 500 francs. Donc, il s'agit de donner toujours la preuve, de donner toujours une traçabilité de ce qu'on a fait. Peut-être ceux qui se plaignent généralement à côté ne peuvent aider personne. Les gens que vous verrez faire du bruit, il est comme ci, il est comme ça, ils ne sont pas capables d'aider. Ils n'ont pas ce cœur-là. Mais ceux qui aident en réalité vont continuer à le faire parce que eux, ils ont toujours la preuve. Lorsque vous m'envoyez, moi, l'argent, en tout cas juste à un certain niveau, pour aider une personne, lorsque la personne est soignée, moi, je tiens à faire la vidéo avec soit le médecin, et la personne qui dit, ah, voilà, tel jour, Jimmy nous a apporté tel montant, j'ai été soigné, je suis à tel niveau, et on envoie la vidéo à la personne. On envoie les factures à la personne qui a contribué. Donc, cette personne ne va jamais nous traiter de quoi que ce soit parce qu'elle a reçu toutes les garanties que son argent est allé dans ce dont elle l'a donné. Mais ceux qui sont à côté vont peut-être se permettre de dire des choses parce que ils sont pas capables, ils sont pas honnêtes, ils pensent que tout le monde est comme eux. Donc, la confiance, elle a été forgée. Et moi, j'ai eu la chance, je le dis tout le temps, c'est surtout ma mère que j'ai beaucoup connue. Papa, il est décédé quand je n'avais que 11 ans. Et nous avons eu la chance d'avoir une maman qui nous a vraiment bien éduqués, qui m'a toujours dit, faites attention à 3 choses. Faites attention à l'argent, faites attention au pouvoir, faites attention à mes sœurs, aux femmes. Et donc là, c'est des conseils qui guident pratiquement tout ce que nous faisons. Déjà, quand je partais à l'école primaire, déjà en première année, chaque fois que nous partions à l'école, malgré que elle se battait difficilement, mais chaque fois qu'on arrivait à mettre un morceau de pain dans notre sac, elle n'arrêtait pas de nous dire que voilà, ce n'est pas que pour toi. Tu as forcément un voisin, il faut partager avec. Ce qui suffit pour 2 peut soulager 3. C'est ce qu'elle aimait dire. Ce qui suffit pour 2 peut soulager 3. Ça, c'est fort, hein? Donc là, c'est de là qu'est partie d'ailleurs notre envie de continuer à aider à dessiner le sourire sur les visages de personnes désespérées. Intéressant. Et au tout début, tu as parlé de médiation que fait l'association. Et bon, j'en ai un peu suivi aussi sur les réseaux. Hein. Il s'agit de ces démarches que vous faites pour pouvoir accompagner certaines personnes à se réconcilier ou à renouer avec leur famille. Et qu'est-ce qui a
qu'est-ce qui a fait que vous êtes dirigé dans ça aussi? Non, je ne sais pas, et c'est venu comme ça. Au fait, je ne sais pas pourquoi les gens me choisissent, mais beaucoup de gens m'écrivent pour m'expliquer leurs problèmes. Je les écoute et souvent je ne les parle pas. Mais le simple fait de les écouter, ça les rassure beaucoup et ça les soigne. On écoute. Il se passe pas du jour, hein. Il se passe pas du jour. Et si je suis quand même sur place, si je suis pas en voyage, que je sens que je n'écoute au minimum 10 personnes. Ça prend pratiquement beaucoup de temps. T'as vu, jusqu'à la nuit, à la maison, d'abord je trouve des gens qui viennent à la maison, qui m'attendent, qui viennent me parler de leurs problèmes. Je les écoute. Et forcément, quand on écoute, les gens ont une certaine confiance à ma modeste personne. Donc quand je me présente, je leur parle, ils écoutent, on a une réussite, 2 réussites, on arrive à réussir. Finalement, on se dit que bon, pourquoi pas. Et surtout que quand souvent on réconcilie les gens, on voit que ce n'est que des petits problèmes, des problèmes d'ego, de petites choses. Et lorsqu'on parle entre elles, elles se comprennent et puis elles se parlent. Et à travers nos publications sur les réseaux sociaux, en disant que bon voilà, on peut mourir à tout moment, donc fais en sorte que prends ton téléphone tout de suite, envoie un petit SMS à cette personne avec qui tu ne parles pas. Des gens le font, ils me font le retour. Ça, c'est des choses qui encouragent. Donc, ce sont les encouragements, c'est les retours que nous recevons souvent de ces initiatives que nous prenons, qui font que nous continuons aujourd'hui à réconcilier. Et Dieu seul sait tout ce que nous pouvons mettre à notre actif dans ce domaine. Des villages, souvent, nous avons un village où tu ne pouvais même pas quitter un village pour l'autre. C'est-à-dire que tu étais obligé de faire un grand détour tellement que c'était tendu entre ces villages-là. Et nous avons dû réconcilier à travers les chefs de famille tous ces villages. Et ça, c'est des choses qui donnent à continuer. C'est ça. Merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Parlons maintenant perspective. J'ai vu que tu vas bientôt tu écris un livre que tu appelles Tabaninkoро. Tabaninkoro, c'est le nom de ton quartier à Kita? Tabaninkoro, c'est toute une histoire, hein. Et je pense que chaque fois que j'y pense, mes yeux se remplissent de larmes. Tabaninkoro, c'est là où nous accompagnions notre maman qui vendait des friperies. Oui. Donc pendant très longtemps, malgré son âge, nous l'avons souvent regardé escalader les carrosseries de véhicules 10 tonnes pour aller dans les marchés hebdomadaires et autres là. Mais Tabaninkoro, c'est toute une histoire. Nous la voyons se lever très tôt, juste après la prière du Fajr, venir sortir ses affaires, les étaler et vendre. Et tout ce qu'elle vendait, peut-être que la moitié de la marchandise allait vraiment quand des femmes venaient avec leurs enfants mal vêtus, que les friperies les donnaient. Et l'argent qu'elle avait aussi partait surtout elle élevait à la maison beaucoup d'orphelins, elle avait adopté beaucoup d'enfants et elle aidait beaucoup d'enfants qui étaient plus défavorisés que nous. Souvent, elle a arraché de notre bouche du pain qu'elle a donné aux enfants d'autrui et elle disait que ça c'était pour nous nourrir dans l'avenir, que ce qu'elle donnait allait nous revenir. Donc, c'était là où elle passait une bonne partie de ses journées lorsqu'elle avait atteint un certain âge. Parce qu'elle ne pouvait plus beaucoup voyager. Ce sont ses enfants, nous, qui voyageons à sa place avec ses marchandises pour aller vendre. Mais elle était à Tabaninkoro. Et à Tabaninkoro, elle s'est fait entourer de beaucoup de gens. Et les jeunes femmes passaient toute la journée à venir la parler, à venir prendre conseil autour d'elle. Elle faisait beaucoup de médiation à Tabaninkoro. Je pense que c'est un projet dans lequel je me suis lancé et qui va bientôt être concrétisé, Inch'Allah. Et ça va parler de la maman, c'est ça? Ça va parler du social, de la nécessité de s'entraider, de l'importance de l'homme pour l'homme. Ça va surtout parler de ces choses-là. D'accord, moi j'ai hâte de lire, mais en tout cas moi je retiens une chose, c'est que ta générosité c'est simplement un héritage de la maman finalement.
Généralement, les gens qui sont dans les actions humanitaires le sont en suivant les traces de leurs parents, la plupart des gens. Et tous nos parents, en tout cas notre génération, tous nos parents étaient énormément généreux. Il y a certains qui ont envie de faire ce que moi je fais, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens ou ils n'ont pas cette visibilité que moi j'ai bénéficié à travers les réseaux sociaux. Sinon, il y en a qui sont beaucoup plus généreux que moi. Et d'ailleurs, ce que moi je fais, je dis que je ne le fais pas. Je sers juste de petits traits d'union, je mets en contact entre des gens et les résultats sont là. Quelle humilité. Alors, on a des questions qu'on pose à tout le monde à la fin de chaque épisode. Ces 3 questions. La première, c'est avec toute l'expérience que tu as aujourd'hui, si tu devais revenir en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je pense que je ferais exactement comme je suis en train de le faire. Pas de changement. Totalement satisfait de ce que je fais. Et chaque fois que je touche à quelque chose, j'ai un résultat et je ne me plains pas. Mais peut-être que la seule chose que je ferais, je consacrerais beaucoup plus de temps à ma famille. D'accord. Donc, s'il devait revenir en arrière, c'est exactement la même chose, mais avec un petit peu plus de temps à la famille. Et quelle habitude tu as au quotidien qui contribue à ton épanouissement? Je me lève, la première des choses, j'arrive au bout, puisque je travaille déjà dans un hôpital, je rends visite aux malades hospitalisés. Tous les jours? Tous les jours, sans exception. Quand j'arrive avant de rentrer au bureau, je prends visite à des malades hospitalisés. Ça me permet de rendre grâce à Dieu pour la santé que j'ai. En fait, c'est un bien précieux, mais qu'on apprécie que lorsqu'on le perd. C'est ça. C'est comme si c'était un acquis. Oui. Et lorsqu'on regarde souvent les gens, et on ne peut pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre. Des gens qui veulent juste pouvoir manger sans l'aide de quelqu'un, ou qui veulent juste s'asseoir, ou qui veulent juste voir seulement le visage de leurs enfants, ne serait-ce qu'une seule minute. Et nous, en cours, on dit que voilà, il faut avoir des bazins riches, il faut avoir une nouvelle voiture, il faut avoir une grande villa. Et ceci donnerait toute leur fortune juste pour voir un instant. Et souvent, c'est les personnes qui ont eu tout. Quand je dis tout, je parle de biens matériels. Ils ont eu de l'argent, ils ont eu de belles maisons, ils ont eu de belles voitures. Mais ils n'hésiteraient pas à échanger cela contre la santé que nous avons. Et nous avons cette santé. Nous pensons que nous sommes pauvres, que nous n'avons rien parce que nous sommes en réalité très riches. Et rendre visite aux malades hospitalisés me permet de me rendre compte que je suis toujours riche et que je dois toujours rendre grâce à Dieu. Ça m'empêche de commettre beaucoup d'erreurs et de fortifier ma foi. D'accord. Et quelle est ta définition de la réussite? La réussite, pour moi, c'est lorsque tu es satisfait personnellement de ton parcours. Et je pense que ce n'est que ça. Ce n'est que ça, ce n'est pas l'argent. Et j'aime citer ce savant qui dit que certains sont tellement pauvres qu'ils n'ont que l'argent. Donc, lorsque tu es satisfait, puisque c'est ça le bonheur, la réussite. Il est relatif, et savoir garder l'illusion d'être heureux, reconnaître que ce qu'on a est suffisant. Je pense que déjà c'est une belle réussite. Savoir se contenter de ce qu'on a et l'apprécier à sa juste valeur. D'accord, ça c'est une autre perspective qui permet de faire peut-être les choses autrement et de peut-être se remettre en question et remettre beaucoup de choses en question. Voilà qui met fin à cet épisode de votre podcast Perspective. On se dit à très bientôt et restez connectés.